donc je suis Madame Michel, je travaille en service de pédiatrie et ma participation à l'unité d'accueil des mineurs victimes émane d'ailleurs de ma pratique en pédiatrie, puisque nous étions souvent soumis à des examens psychologiques auprès d'enfants hospitalisés qui subissaient des maltraitances. Voilà. Donc, j'interviens à l'unité d'accueil des mineurs victimes avec le docteur Juvin, qui est le médecin pédiatre qui intervient sur réquisition du procureur pour effectuer des examens médicaux sur réquisition. Et j'interviens, moi, pour ma part, dans le cadre d'une demande émise du parquet pour procéder à ce qu'on a appelé des avis techniques. Là, je vais peut-être vous expliquer un petit peu le contenu des avis techniques. Donc, je reprendrai un certain nombre de choses que Mme Barr a, de façon très intéressante, apportées dans le déroulement de la procédure, avec peut-être quelques petits points sur lesquels peut-être nous sommes peut-être pas tout à fait d'accord, mais enfin, je pense que dans l'ensemble, dans la globalité, tout ce qu'elle a pu dire, effectivement, j'ai la même expérience de ces auditions. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le parquet me réquisitionne pour des situations particulières. Il n'est pas, bien sûr, possible d'être réquisitionné pour toutes les situations d'abus sexuels ou de maltraitance dans le cadre de l'unité d'accueil des mineurs victimes, parce que je pense que on serait vraiment trop sollicité et ça ne serait pas possible concrètement. Et d'autre part, je pense que ça n'est pas souhaitable dans les situations plus générales où effectivement les gendarmes et les policiers ont quand même une grande expérience de ce genre d'audition. Peut-être que cela aurait été quand même intéressant dans toute la phase dont je vais vous parler de réassurance et de mise en confiance de l'enfant et de la famille au préalable de l'audition. Là, effectivement, je pense que le travail du psychologue est intéressant là parce que les enfants arrivent, si vous voulez, à l'unité d'accueil des mineurs victimes ils montrent des attitudes qui ne sont absolument pas neutres. Ils arrivent dans un lieu qui souvent est d'ailleurs volontairement pas très indiqué dans l'hôpital, puisque par souci de confidentialité, voilà, excusez-moi, nous avons volontairement demandé à ce que l'unité d'accueil ne soit pas trop mise en avant. Or, on est en train effectivement de se rendre compte que peut-être que du coup, elle n'est peut-être pas assez mise en avant, ce qui crée quand même des délais entre l'arrivée des enfants avec leur famille et l'arrivée à l'hôpital et l'arrivée dans l'unité d'accueil. Ce qui, parfois, majore l'état d'angoisse, d'excitation et d'inquiétude de la part des parents et des familles. Donc là, on est en train un petit peu d'y réfléchir. Donc les parents arrivent, ou c'est pas forcément d'ailleurs les parents, ça peut être la famille d'accueil, ça peut être le représentant légal, ça peut être un professionnel qui accompagne l'enfant à l'unité d'accueil des mineurs victimes. Ma mission consiste déjà dans un entretien préalable avec à la fois la famille ou l'accompagnant et ensuite l'enfant. Moi, je procède toujours de cette façon pour plusieurs raisons. D'une part, il me semble que l'enfant est d'emblée mis en confiance si l'entretien démarre par un entretien de son représentant légal ou de l'adulte qui l'accompagne, de telle sorte que l'enfant puisse se représenter un peu de ce qui se passe dans cette unité d'accueil et qu'il soit rassuré par le fait que l'adulte soit passé avant lui dans le bureau dans lequel il ira et aura une relation verbale, enfin un entretien avec la personne qui le recevra par la suite. Ça permet de décaler un petit peu le moment où l'enfant, peut-être un peu plus anxieux, entrera dans le bureau. Et effectivement, par expérience, je me rends compte que c'est toujours un temps intéressant de mise en confiance de l'enfant. Donc, c'est effectivement dans ce but que je reçois les parents, mais c'est aussi
pour évaluer à la fois que les parents me donnent quelques éléments de la personnalité de l'enfant, mais également que je puisse un peu voir dans quel contexte évolue l'enfant et dans quel contexte la parole de l'enfant, la plainte de l'enfant a surgi. Et là, effectivement, ça nous permet déjà de voir l'impact quand même émotionnel de la part des adultes, voire parfois des manipulations conscientes parfois, mais également une dimension plus inconsciente de l'inquiétude des parents vis-à-vis de ce dont l'enfant se serait plaint. Donc ça permet quand même déjà un peu de positionner l'enfant dans son histoire et de voir un petit peu les conditions de l'expression des allégations de l'enfant. Suite à cet entretien permet aussi beaucoup, puisque avant l'enfant, il y a les parents, de permettre aux parents de se décontracter un peu par rapport à la procédure et par rapport à l'audition, puisque les parents arrivent quand même toujours très inquiets, très angoissés par ce qui va suivre. Donc moi, à ma place, bon, c'est pas forcément uniquement ma place, puisque les gendarmes et la police sont là pour effectivement donner ces informations aux parents, mais ça me permet de leur parler de ce que comment l'enfant va être accompagné et de les rassurer, parce que parfois émanent des demandes de la part des parents que l'enfant soit assisté, lorsque les parents ont la connaissance de cette possibilité, soit assisté par le psychologue auprès des gendarmes et de la police. Parfois, effectivement, des parents me le demandent directement. Ce n'est pas la majorité des cas, mais ils sont toujours rassurés de savoir que si l'état de l'enfant le nécessite, à ce moment-là, il sera assisté. Donc, suite à ce moment-là, je reçois en un deuxième temps les enfants. Je suis d'ailleurs assez étonnée qu'ils me suivent assez facilement, parce que je trouve que c'est quand même une situation un peu anxiogène. C'est un petit espace qui est quand même qui est à l'échelle humaine, l'unité d'accueil des mineurs victimes. C'est comme un petit appartement décoré, avec des couleurs un petit peu vives. Il n'y a pas cette notion un peu de choses un peu oppressantes. Donc effectivement, quand l'enfant arrive dans cet appartement, l'unité d'accueil des mineurs victimes, il est quand même en général à l'aise, malgré tout. Mais il y a tout ce qu'il y a derrière de ce qu'il sait ou de ce qu'il ne sait pas de l'audition, qui effectivement crée quand même un climat d'anxiété chez l'enfant. Donc lorsque je le reçois l'enfant, la première chose que je fais, c'est lui demander s'il est au courant du sens ou de la raison de sa venue. Et je suis, dans la majorité des cas, toujours surprise par le fait que l'enfant ne le sait pas. Alors, soit qu'il ait refoulé ou dénié la raison de sa venue, parce que c'est jamais quelque chose de facile, et du coup, quand on vit quelque chose de pas facile, notamment chez les enfants, il y a une situation un peu d'évitement ou de refoulement, soit qu'il perçoit quelque chose d'un petit peu flou, un peu confus. Il perçoit le malaise des uns et des autres, notamment de ses parents, lorsque c'est les parents qui l'accompagnent, et que les choses ne lui aient pas été dites directement, ce d'autant plus que souvent la police, les gendarmeries demandent, à juste titre, que les éléments divulgués par l'enfant, les allégations, ne soient pas reprises dans le cadre du contexte familial, ou même éducatif, quand l'enfant est placé. Donc effectivement, il y a quand même cette espèce de flou lorsque l'enfant arrive. Un flou, je dirais, peut-être un petit peu angoissant, dans le sens que l'enfant perçoit quand même le malaise des adultes. Et en un premier temps, c'est vrai que je demande toujours à l'enfant pourquoi il vient. Alors lorsqu'il me dit pourquoi il vient, je n'interroge pas l'enfant sur le contenu de ces allégations ou des craintes que les adultes ont pu avoir pour lui, parce que je pense qu'il ne faut pas faire effectivement redondance à l'audition qui suivra. Donc en général, lorsqu'il m'en parle, je me contente vraiment de la trame un peu du contenant, je dirais, des allégations, mais en aucun cas du contenu. Je n'interroge jamais l'enfant sur ce qu'il a vécu, mais je lui explique quand même comment va se dérouler l'audition ultérieure, en lui expliquant que les gendarmes ou les policiers auront à lui poser des questions
parfois des questions assez précises sur ce qu'il a vécu. Je lui explique pourquoi, je lui explique que je le mets en confiance en lui expliquant que les policiers ou les gendarmes ont l'habitude de ce type de problème et qui sont là pour le protéger. Parce que souvent l'enfant jeune est quand même dans une dimension un petit peu, je dirais, manichéenne, c'est-à-dire il y a le bon, le mauvais, le blanc, le noir, dans le sens que pour eux, les gendarmes, alors surtout lorsqu'il s'agit de familles quand même socialement en difficulté, le gendarme, vous parliez de la connotation positive du gendarme qui protège et qui fait qui aide la population. Parfois, quand même, il faut quand même savoir, notamment dans les familles fragiles, que le gendarme a une connotation plus péjorative et que souvent, il se situe, pour certains enfants, pas tous heureusement, du côté quand même de l'autorité à combattre. Et effectivement, il y a souvent, l'enfant est de toute façon toujours en alliance avec ce que vivent ses parents. Donc il y a quand même cette dimension-là qu'il faut quand même un petit peu remettre en place. Souvent, c'est vrai que moi je suis un petit peu surprise de ce que les enfants peuvent me dire autour de ça. Enfin, surprise sans l'être. Donc à partir du moment où effectivement je leur explique ce qui va se passer, je leur explique aussi, vous parliez de la cassette, de l'audition et du fait que du respect un petit peu de l'intimité de l'enfant et de le rendre, je dirais, acteur de ce qui s'est passé. Je lui explique que, notamment chez l'enfant jeune, le fait qu'il soit filmé va entraîner quand même un secret autour de cette cassette qui ne sera pas diffusée un peu partout, parce que l'enfant peut avoir le fantasme, dans des représentations infantiles, que c'est comme à la télé ou comme dans des DVD, des cassettes infantiles. Et du coup, on est toujours surpris quand même de se rendre compte que l'enfant n'a pas la connaissance de ce qui va se passer dans la procédure ultérieure. Donc je précise bien qu'il y a une dimension de secret, d'intimité de cette cassette, tout en, bien sûr, je ne peux pas leur dire non plus que cette cassette ne sera vue par personne, mais j'insiste sur le fait que cette cassette sera vue par les magistrats, les avocats, enfin peut-être que je me trompe, je ne sais pas qui les voit, mais qu'en aucun cas, et là peut-être je m'avance un peu auprès de l'enfant, que cette cassette ne sera vue par les parents. Et c'est là que je n'étais pas tout à fait d'accord avec vous, Madame Barre, dans le sens que moi, je trouve qu'il est fondamental que le représentant légal, notamment le parent, ne participe pas à l'audition, parce que même si l'effet, si vous voulez, de rassurance, à mon avis, il doit être fait par les adultes autres que le représentant légal, parce que d'une façon ou d'une autre, l'enfant sera quand même influencé par la présence de sa mère ou de son père ou de sa grand-mère ou de je ne sais qui, notamment, même si le parent ne dit rien, d'une part, il y aura un effet de protection de l'enfant par rapport à la souffrance maternelle ou paternelle ou autre représentant légal. Donc, du coup, il va quand même il va restreindre un peu sa parole pour ne pas atteindre de façon plus forte encore le parent qui sera déjà très touché par ce qui s'est passé. L'enfant, il a des yeux pour voir et des oreilles pour entendre, et puis un cœur pour ressentir aussi en éponge les émotions maternelles notamment. Et que, du coup, je pense que la parole peut être un peu bridée par la présence d'un représentant légal, notamment, même si ce n'est pas dans la parole, dans le verbal, ça peut l'influencer, notamment, je ne sais pas, une mimique, une expression de tristesse, une moue, un sourire. Tous ces éléments-là, qui ne sont pas verbaux, vont quand même avoir une influence sur le discours de l'enfant. Donc moi, je ne préconise pas, et d'ailleurs dans les auditions dans lesquelles je vais, il n'y a jamais eu de parent légal, comme je préconise encore moins, et là je suis très ferme là-dessus, sur le fait qu'un parent puisse assister derrière la glace sans teint, puisque vous savez que l'unité d'accueil, il y a effectivement un espace pour l'enfant, dévolu à l'enfant, à l'entretien, et puis à côté, il y a une salle avec les éléments techniques, enfin le matériel technique avec la vidéo, etc., et un gendarme ou un policier ou un autre, avec une glace sans teint. L'enfant est prévenu du fait qu'on peut le voir, parce que là, je rejoins tout à fait ce que disait Madame Barre, c'est-à-dire que là, c'est des enfants qui souvent ont été abusés, dans le sens vraiment... trompé, et du coup est passif, est rendu passif, et la parole a été inhumanisée, enfin je ne sais pas si ça se dit, mais bon, voilà.
effectivement, je trouve qu'il est très important qu'en tant qu'acteur, on puisse justement être très transparent par ce qui se passe derrière la vitre et éliminer totalement l'idée qu'un parent puisse de façon, je dirais, passive assister à l'audition, ce qui crée quand même une dimension un peu voyeuriste que je trouve, moi, grave personnellement dans le cas d'abus sexuels. Donc, en général, dans les auditions, enfin, c'est pas en général, c'est toujours dans les auditions effectivement auxquelles je participe, il n'y a aucun représentant légal de l'enfant, ni d'ailleurs, j'y tiens, éducateur, dans le sens que c'est souvent l'enfant, lorsque c'est un éducateur qui accompagne, souvent c'est un éducateur qui participe à la vie quotidienne de l'enfant, et je trouve que là, on est dans un temps hors quotidien. Donc, effectivement, j'insiste beaucoup, moi, quand j'assiste aux auditions, pour qu'il n'y ait personne à part les gens effectivement qui sont là pour faire en sorte que l'entretien se passe dans l'audition. Donc, durant cette audition, enfin cet entretien préalable, ce que je fais également, c'est que j'essaye de plus en plus là de poser des questions à l'enfant sur ce qu'est la notion de vérité et de mensonge, pour m'assurer surtout et pour transmettre aux gendarmes et aux policiers par la suite sur le fait qu'il est au clair sur ces deux questions, puisque vous savez que l'imaginaire est quand même très intriqué chez l'enfant avec le réel jusqu'à un certain âge. Donc notamment chez l'enfant jeune, j'essaye de le positionner par rapport à l'entretien en lui expliquant que là, il va y avoir un entretien sérieux. Je n'évoque pas les conséquences, bien sûr, de sa parole, puisque vous savez que la résistance la plus grande qu'on a à avoir durant ces entretiens, c'est l'énorme culpabilité de l'enfant, quelle que soit la personne concernée, mais notamment lorsque les violences sont faites en intrafamilial. Il y a toujours une dimension de culpabilité très forte, les différents intervenants en ont parlé, parce que d'autant plus lorsque l'enfant est jeune, parce que l'enfant a une espèce de pensée magique, il peut penser que rien que le fait de dire quelque chose peut envoyer un parent en prison, ce qui est très difficile pour lui, compte tenu de l'effondrement familial que cela peut entraîner, l'effondrement également maternel ou le fait de toucher sa mère avec ses paroles. Et l'enfant, parfois, a tendance à masquer un peu ce qu'il a pu vivre, ou en tout cas à atténuer la portée de ce qu'il a pu vivre, parce qu'il est terrorisé par le futur. L'enfant, il va protéger son présent par rapport au futur. Et même lorsqu'il y a des choses graves, il va avoir tendance à les retenir parce qu'il n'a pas une représentation exacte de ce qui peut se passer. Et les enfants étant, comme je vous l'ai dit, assez clivés dans leur fonctionnement, peuvent penser que tout s'effondre. D'ailleurs, il y a des enfants qui nous l'expriment. Moi, je me rappelle d'une situation où l'enfant m'avait dit « mais la maison va s'effondrer », ce qui témoignait bien de l'atteinte de son moi, mais également de ce qu'il pouvait se représenter de la suite à donner sur ces allégations. Donc souvent, je demande à l'enfant, qu'est-ce que c'est, de façon assez, banale, je ne prends pas un ton très dramatique quand je lui pose cette question, mais je lui demande de me donner un exemple de ce qu'est un mensonge et de ce qu'est une vérité. En général, ça les amuse beaucoup, notamment pour ce qui est d'un mensonge, parce que même lorsqu'on leur demande un mensonge très anodin, ils ont beaucoup de mal à le dire parce qu'ils l'associent un petit peu à une bêtise souvent. Mais ça me permet quand même de voir un petit peu où il en est sur le cadre de son imaginaire et de l'envahissement de l'imaginaire par rapport au principe de réalité. Voilà, donc, et je lui dis que là, il m'a donné un exemple de vérité et de mensonge, et je lui demande lors de l'audition de parler de vérité, de sa vérité, parce que vous savez que sa vérité, c'est pas forcément non plus la vérité. Mais bon, là, je peux pas trop développer, ça nous emmènerait trop loin. Donc, suite à cet entretien, enfin ce moment de réassurance et de mise en confiance, je reprends donc le rôle des gendarmes et ensuite je pratique ce que le procureur me demande, à savoir un avis technique. Alors l'avis technique, c'est quoi ? Ça n'est pas une expertise, ça n'a pas du tout la dimension de profondeur d'une expertise, puisque ces entretiens doivent être assez courts pour ne pas, notamment chez l'enfant jeune, impliquer une trop grande instabilité de l'enfant, parce que quand vous prenez un enfant déjà, on voit les parents
une bonne demi-heure. Après, on le voit, lui, une bonne demi-heure. Il a déjà passé à peu près 1 h15 dans l'unité d'accueil. Puis ensuite, en général, il y a également l'examen médical qu'on essaye de plus en plus de mettre en place à la suite de l'audition pour ne pas majorer le temps d'attente et de concentration des enfants. Donc ça fait quand même long. Donc il faut être quand même assez court, mais en même temps, bon, ça c'est un petit peu l'expérience quand même qui fait que quand on a l'expérience, on arrive un peu plus vite à voir les éléments de l'enfant, sa façon de fonctionner, ses modes de défense, que lorsqu'on a un peu moins d'expérience. Donc du coup, il faut quand même aller assez vite, mais se rendre compte un peu de là où en est l'enfant. Donc au niveau de la vie technique, ce qu'on demande, c'est ses capacités langagières, parce que c'est essentiel pour être auditionné, hein, pour parler, pour faire un entretien, il faut quand même avoir le matériel nécessaire, enfin les outils de langage nécessaires. Donc on détermine le langage d'un enfant. Le langage de l'enfant est lié à son âge, mais pas forcément, hein. Il y a des enfants de 3 ans qui vont être tout à fait auditionnables parce qu'ils ont un niveau de langage qui est très bon. Et puis, il y a des enfants, par exemple, de 4 ans qui vont avoir un langage catastrophique avec des atteintes importantes à ce niveau, des déformations de son, un retard de langage global, qui fait que cet enfant-là ne sera pas auditionnable. La première condition, quand même, pour une audition, c'est quand même que l'enfant puisse s'exprimer de façon normale, hein. Même s'il y a effectivement une pauvreté de vocabulaire, il faut quand même qu'il ait quand même les outils pour s'inscrire dans une communication. Le deuxième outil du langage, c'est quand même, et c'est pas que le langage, c'est la continuité du récit, la continuité de la parole. Vous savez que les enfants jeunes sont quand même difficilement dans l'abstraction. Du coup, le langage de l'enfant jeune est souvent par bribes. Il a pas un langage très continu. Donc ça aussi, il faut le déterminer, parce que et c'est là une difficulté souvent dans l'audition, c'est que les enfants, ils n'ont pas un discours continu comme vous et moi, hein. C'est-à-dire qu'ils vont dire quelque chose, puis ils vont partir complètement dans autre chose, ça n'a plus de sens, ils vont repartir sur autre chose, il y a des coqs à l'âne qui parfois ne permettent pas une audition. Donc le niveau de langage est très important. La deuxième chose, et je dirais peut-être même la première, c'est quand même l'état émotionnel de l'enfant. Il y a des enfants qui sont très impressionnables, il y a des enfants qui sont très inhibés, il y a des enfants qui, au contraire, sont le contraire de l'inhibition, dans la désinhibition totale, mais qui montrent quand même par leur désinhibition une difficulté, une anxiété majorée. Un enfant qui, par exemple, va être instable, il peut être extrêmement instable, extrêmement hyperkinésique, lorsque, effectivement, il doit être auditionné. Alors, on peut se dire, tiens, il est très à l'aise. Des fois, c'est ce que disent les gendarmes ou les policiers. Et pour nous, c'est quand même la marque d'un malaise très important de l'enfant. C'est pas parce qu'il parle beaucoup et qu'il y a un flux verbal, une logorée, que l'enfant est justement pas anxieux ou angoissé par l'audition qui va se passer. Donc, ça aussi, c'est quand même à nous, psychologues, de pouvoir déterminer si cette logorée ne témoigne pas d'une difficulté trop importante à être entendue. Donc l'état émotionnel, parfois il y a aussi, notamment quand c'est des violences intrafamiliales, il y a bien sûr le poids de la culpabilité dont je vous avais parlé et l'alliance à tout prix aux parents concernés, puisque vous savez que les parents, même défaillants, sont quand même les racines de l'enfant et l'attachement peut être là même pour un parent maltraitant. Et du coup, dans cet entretien préalable, ça permet quand même de déterminer si l'enfant est capable ou pas capable, parce que ça aussi, il faut quand même l'entendre, que l'enfant ne soit pas capable de dénoncer un parent. Il faut aussi l'accepter, ça, hein. Il ne faut pas à tout prix dégager la parole de l'enfant s'il en est absolument incapable. Il faut l'aider à la formuler, mais lorsque ça n'est pas possible, et là j'interviens dans les auditions souvent pour dire, là je crois qu'il faut s'arrêter. Vous parliez, Madame Barre, des manifestations corporelles de l'enfant. Parfois les manifestations corporelles, elles en disent très long sur le dépassement des mécanismes de défense et sur la nécessité d'arrêter l'audition. Vous parliez de vomissement. Moi personnellement, face à un vomissement, donc un impact psychosocial, ça détermine un envahissement corporel, un dépassement des mécanismes de défense psychique. Lorsque le corps se met à prendre le relais de la pensée ou de la parole, là, je pense qu'effectivement, il est temps de vraiment intervenir et d'arrêter l'audition. Il faut, ça souvent, pour l'audition, il faut quand même, parfois, c'est mon rôle aussi auprès des gendarmes et des policiers, de leur expliquer que l'enfant, parfois, ne peut pas parler. C'est pas qu'il ne veut pas,
C'est pas qu'il n'en a pas les moyens cognitifs, mais c'est qu'il ne peut pas. Donc là, dans ces cas-là, effectivement, la parole à tout prix, enfin la vérité à tout prix, ne peut pas être mise en avant. Voilà. Donc, je vous parlais des capacités langagières, des capacités émotionnelles. On repère aussi, durant cet entretien préalable, les repères dans le temps et dans l'espace de l'enfant. Alors, vous savez qu'il y a quand même, sur le plan du développement, il y a certains âges pour les repères dans le temps et dans l'espace. Ça, si vous voulez, ça dépend beaucoup. C'est très fluctuant d'un enfant à un autre. Ça dépend beaucoup de son niveau de développement. Donc c'est quand même important de pouvoir déterminer s'il est capable de donner des éléments circonstanciés sur le déroulement des faits. Par exemple, des fois, les enquêteurs leur demandent est-ce que ça s'est passé le jour et la nuit. Les enfants de 3 ans, ils ne peuvent pas bien déterminer encore tout à fait ce qui est le jour ou la nuit. Un enfant plus grand va pouvoir déterminer si c'était l'été, l'hiver, à condition qu'il connaisse un peu les saisons, voir les mois. Vous voyez, donc c'est quand même des éléments importants de connaître un petit peu ses connaissances en matière de temps et d'espace. Donc ça, je l'interroge là-dessus. Je l'interroge également sur ses repères familiaux. Moi, je dirais plutôt que les repères familiaux, même si ça va assez vite, qui tu vois dans ta famille, ton tonton, ta tata, ta mamie, ton papy, comment ils s'appellent, où ils habitent, etc. Pour moi, ça va au-delà de ça quand même, puisque ça me permet aussi de voir les représentations de l'enfant vis-à-vis de chaque personne dont il parle. C'est-à-dire que, par exemple, quand on évoque le potentiel agresseur, c'est important s'il se le représente dans sa famille ou pas, s'il exclut de sa famille ou pas. Ça permet aussi de voir, ne serait-ce que des mimiques, des émotions positives ou négatives vis-à-vis du parent dont on parle, notamment lorsque les allégations se portent sur le parent. Donc toutes ces connotations-là, on peut effectivement les annoter et les transmettre aux gendarmes et aux policiers qui vont ensuite interroger l'enfant. Donc ces éléments-là sont aussi, bien sûr, importants. C'est souvent difficile parce qu'on parle de parole de l'enfant, mais moi je suis de plus en plus convaincue que la parole de l'enfant neutre, ça n'existe pas. L'enfant, il vit dans une famille, il entend des choses au téléphone, il entend les choses qu'on tait aussi, il entend la connotation péjorative ou pas lorsqu'on parle de telle ou telle personne. Donc l'enfant, il ne va pas venir dans le bureau qu'avec lui-même. Il vient avec toutes ces images parentales, toutes ces paroles, tous ces discours, toutes ces choses qui ont été tues et qui ont été dites. Donc la parole neutre de l'enfant, elle est pour moi extrêmement difficile, notamment chez l'enfant jeune. Et notre rôle à nous, et le rôle des experts après, je pense, c'est de déterminer, de faire un petit peu le tri de ce qui est des propres émotions et le propre discours de l'enfant par rapport à tout ce parasitage de la famille ou des parents ou des gens autour. Donc la vie technique permet aussi de déterminer les capacités intellectuelles de l'enfant. Alors attention, on ne fait pas passer un test de niveau, ça dure 1h30, un test de niveau. Par contre, effectivement, comme je vous le disais, avec l'expérience, on se rend compte quand même de la capacité de l'enfant au-delà du langage, parce qu'il y a des enfants qui ne parlent pas, qui sont extrêmement vifs, et des enfants qui parlent et qui sont moins vifs. Donc on a quand même un œil assez aguerri là-dessus. Donc effectivement, ça nous permet de déterminer si, notamment au niveau de l'abstraction et des repères, si l'enfant est quand même capable de comprendre, notamment aussi dans son discernement. Est-ce qu'il est capable de discerner, par exemple, lorsqu'il y a des agressions, imaginons, entre 2 enfants avec un écart d'âge, c'est quand même important de savoir si l'enfant est dans une contrainte ou si l'enfant est plus dans un jeu ou une acceptation. Donc quand même si c'est pas là, j'ai pas mission d'expertise, c'est important quand même de déterminer s'il est en état de vulnérabilité, par exemple. Ça, c'est assez facile à voir, l'état de vulnérabilité d'un enfant. Donc, au vu de tout ça, à la suite de ça, j'explique à l'enfant ce qui va se passer. Et lorsque le procureur me demande de déterminer si mon assistance est nécessaire à l'enfant ou pas. Donc les enfants que je vois comme ça dans le cas pour lesquels je suis réquisitionnée, c'est souvent des enfants, je vous dis, c'est pas le tout venant des enfants, c'est pas possible. Par contre, les enfants pour qui je suis réquisitionnée, ce sont les enfants en bas âge
les enfants qui présentent des difficultés intellectuelles, voire un handicap. Là, le rôle du psychologue, il est vraiment important chez les enfants qui sont porteurs de handicap, parce que les gendarmes et les policiers s'y prennent dans l'ensemble bien vis-à-vis des enfants. Mais c'est vrai qu'en cas d'handicap, par exemple autisme, bon, même si ce n'est pas des autismes purs, mais des traits autistiques, des enfants même qui ont une déficience mentale, je pense que nous sommes plus à même, nous, aux professionnels de la santé et de l'enfant, de pouvoir accompagner l'enfant et de pouvoir étayer les gendarmes et les policiers dans cette tâche. Mais également les enfants donc les enfants déficients, les enfants perturbés psychologiquement, mais aussi les enfants inhibés ou vulnérables. Dans ce cas, ce que je fais souvent, c'est peut-être pas tout à fait demandé, mais je demande, lorsque j'ai une hésitation, je demande l'avis de l'enfant. Est-ce que ça t'aiderait que je sois là pour ton audition ? Dans le sens qu'il y a déjà eu un espèce de petit sas déjà de connaissance, de mise en confiance, d'empathie, je dirais, vis-à-vis de l'enfant. Parfois, la simple présence du psychologue comme personne intermédiaire entre les gendarmes, les policiers, mais qui n'est pas, j'y tiens, l'adulte référent, est souvent quand même étayant et aidant pour l'enfant. Donc lorsque j'hésite, c'est vrai que je demande l'enfant là d'être acteur. Parfois, je pense qu'il n'est même pas du tout souhaitable que le psychologue soit là, parce que vous parliez effectivement de peu de personnes qui interviennent, mais je pense qu'il y a des enfants, notamment des adolescents, pour qui la notion d'intimité est très importante. L'intimité, c'est pas à plusieurs. Une intimité, c'est soi avec l'autre. Et effectivement, parfois, notamment pour les adolescents, je pense qu'il n'est pas souhaitable que l'enfant puisse témoigner, notamment dans des détails précis, quand même sexuels, en présence d'une autre personne que l'enquêteur. Donc dans ces cas-là, bien sûr, je me retire totalement. Donc, suite à ça, ce que je fais aussi, parce que j'ai quand même un œil de clinicien, j'évalue, ça ne m'est pas demandé, c'est pas ma mission, mais je le fais quand même. J'évalue un petit peu si l'enfant est complètement parasité, voire envahi par le traumatisme. Et souvent, même si je ne redis rien aux parents de ce qui s'est dit de l'entretien et que je n'ai pas le droit de le faire, néanmoins, parfois, je dis aux parents que l'enfant m'apparaît extrêmement traumatisé et qu'il y a lieu de mettre en place un suivi pour l'enfant. Donc j'évalue un peu les répercussions du traumatisme, même si c'est absolument pas comme une expertise qui dure 2-3 heures, voire plus. Mais j'indique aux parents que l'enfant a besoin d'être aidé. Parfois même, il m'est arrivé de préconiser une hospitalisation de l'enfant, notamment dans des cas où la violence est intrafamiliale, même si la personne n'est pas forcément dans la maison de l'enfant, mais parfois l'impact émotionnel et l'angoisse de l'enfant d'être confronté à l'agresseur nécessite quand même un temps d'hospitalisation, d'espace neutre pour évaluer un petit peu mieux la situation et surtout pour protéger l'enfant concrètement, mais surtout sur le plan fantasmatique, puisque l'enfant, vous savez, lorsqu'il a été agressé, déjà tous les enfants ont cette angoisse d'intrusion. L'enfant qui a été agressé, même si ce n'est pas concrètement possible, il peut avoir cette angoisse, notamment lorsqu'il y a eu des paroles, je suis peut-être un peu longue. Oui, je vais devoir vous demander de conclure. Voilà. D'accord, donc je vais conclure. Donc suite à tout ça, il y aurait des milliers de choses à dire. Suite à tout ça, j'assiste ou pas à l'audition, je transmets aux gendarmes et aux policiers l'avis technique, je lui donne des éléments un petit peu, je le guide un peu sur le vocabulaire de l'enfant, sur ce qu'il est capable d'entendre, ce qu'il n'est pas capable d'entendre. Alors soit dans un cas quand même pas très, je sais pas, j'ai pas calculé, mais c'est pas souvent que j'insiste à l'audition, j'y assiste parfois. Soit je n'y assiste pas, mais je donne les indications aux gendarmes et à la police. Voilà, je vais conclure, même si j'aurai encore plein de choses à dire, mais ça sera pour une prochaine fois. Merci beaucoup, Madame Michel, pour cet éclairage très intéressant sur la vie technique.